Très bien, mesdames et messieurs, nous savions donc qu'Emmanuel Macron et Brigitte regardaient cette série, mais j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il en va de même pour leur entourage, ou leur ancien entourage. La semaine dernière, nous avons parlé d'Alexandre Benalla. Je vous l'ai présenté, c'était leur ancien chef de cabinet adjoint, qui a été pris en flagrant délit d'usurpation d'identité d'un policier et qui a passé à tabac des manifestants dans la rue. Eh bien, devinez quoi, 2 jours plus tard, ce jeune homme a commencé à me suivre sur Instagram. Je me dis que plus on est de fous, plus on rit. Bienvenue à tous, bonjour Alexandre Benalla. Bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Honnêtement, je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai vu. C'était une sorte de notification prioritaire sur mon Instagram, du genre Alexandre Benalla a commencé à vous suivre. Je me suis dit, waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas exactement quel est le but de ce suivi, étant donné que mon profil est public. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous pouvez simplement consulter mon profil privé. J'en déduis qu'il voulait que je sache qu'il me suivait. Mais vous me connaissez, je ne laisse jamais passer une occasion. Je l'ai donc contacté par message privé. Je me suis rendu dans la messagerie directe d'Alexandre Benalla. Voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, « Je suis content que vous appréciez ma série. Voulez-vous y participer pour que votre voix soit prise en compte ?» Et on peut voir qu'il a lu le message il y a 12 heures. Mais Alexandre Benalla n'a pas répondu. C'est triste, très triste. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Peut-être qu'il répondra, peut-être qu'il contribuera. Le but de cette démarche est toujours de s'assurer que je présente les gens de la bonne manière. Nous avons demandé à Brigitte, nous avons demandé à Emmanuel. Personne ne veut me donner de réponse. Je vais donc reprendre cet épisode là où nous l'avons laissé. Nous avons discuté de Véronique et c'était extrêmement explosif. Évidemment, pour beaucoup de gens, d'apprendre que vous aviez cet individu qui était manifestement plutôt intellectuel et qui parlait de Chopin, de la poésie et de Paul Verlaine, et qui expliquait comment elle avait besoin de cette tribune, de cette émission qui date de 1977, pour essentiellement défendre les droits des transsexuels. Et je voudrais parler plus particulièrement de Véronique, à propos de ce qu'elle a dit, quelque chose que nous n'avons pas approfondi dans l'épisode précédent. Il s'agissait d'une partie de la conversation qui va devenir importante. Lorsque le présentateur a demandé à Véronique « Vivez-vous seule ?» Souvenez-vous, Véronique a répondu « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme. » Et j'ai conçu cette union à la manière de George Sand et de Chopin. Chopin était probablement un transsexuel. Son style mélodique, sa façon de jouer le montre clairement. Je pense que l'image qui a été donnée de la relation de Rimbaud et Verlaine est une image déformée, caricaturale, qui ne correspond pas du tout. Il y a donc une personne trans qui parle exactement comme Brigitte Macron. Selon la technologie de l'intelligence artificielle, il s'agirait de la même personne, même si la voix a vieilli avec le temps. Elles ont les mêmes tics de langage et répètent « c'est-à-dire ». Mais nous apprenons dans ce court échange que cette personne transgenre, ou qui s'identifie comme telle, a dit qu'elle s'était toujours considérée comme une femme. Elle a utilisé le nom de Véronique pour les besoins de l'interview et a avoué avoir vécu avec une femme, à la façon de George Sand et de Chopin. Quoi que cela puisse signifier, nous savons que cette personne a un partenaire d'une certaine nature, un ami, un partenaire, je ne sais vraiment pas ce que cela signifie. Mais nous avons ensuite appris que Jean-Michel Trogneux, autre coïncidence étrange survenue peu de temps après cette interview, a épousé une femme nommée... Oui, vous l'avez deviné, Véronique, bien sûr. Véronique Dreux, que nous vous présentons maintenant, et Jean-Michel se sont mariés le 24 novembre 1980 à Blangy-Tronville, une petite commune qui s'appelle Blangy-Tronville, ou plutôt une ville qui s'appelle Blangy-Tronville. Leur union n'a d'ailleurs été annoncée qu'après coup. Et donc, après leur mariage, le journal local, le Courrier Picard, en a parlé un peu, et comme tout le monde ne parle pas français, il est précisé que l'union entre ces deux-là, entre monsieur et madame Jean Trogneux et madame Jacques Dreux, s'est déroulée dans la plus stricte intimité.
Nous avons déjà entendu ça, nous l'avons déjà entendu, n'est-ce pas? Dans la plus stricte intimité. Je me souviens que Tiphaine a utilisé exactement le même terme lorsqu'elle a décrit l'enterrement de son père. Sauf que nous avons appris plus tard que son père n'avait pas été enterré mais incinéré. Mais peu importe, c'est ce que Paris Match a dit. Dans la plus stricte intimité. Jean-Michel Trogneux se marie donc. Je ne connais pas beaucoup de gens qui se marient et qui veulent s'assurer que c'est dans la plus stricte intimité. C'est pourtant ce qui s'est passé entre ces deux personnes, Véronique et Jean-Michel Trogneux. Et vous ne devinerez jamais qui a été le témoin de ce mariage. Brigitte Trogneux. Ses frères et sœurs sont très proches, ce qui rend encore plus étrange le fait qu'au bout du compte, cette personne qui prétend être Brigitte Trogneux, qui vit au Palais de l'Élysée en tant que première dame, a essayé d'exclure son frère, Jean-Michel Trogneux, de sa vie, jusqu'à ce que les journalistes découvrent qu'il manquait quelqu'un à l'appel. Mais oui, il est écrit que Brigitte Trogneux a été le témoin, le seul témoin qui a signé le registre de ce mariage strictement confidentiel. Ensuite, on apprend que Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux ont eu un enfant, Jean-Jacques Trogneux. Il s'agit de l'enfant que nous vous avons montré et qui ressemble quasiment à Emmanuel Macron. C'est vraiment difficile de me convaincre que ces deux personnes n'ont pas de lien de parenté. Mais ils n'en ont pas. Selon la légende officielle, ils n'ont définitivement pas de lien. C'est du côté de la famille de Brigitte. Et puis 2 ans plus tard, Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux ont eu une fille, Valérie. Peu de temps après, ils ont divorcé. Leur divorce a été prononcé en 1987. C'est là que les choses deviennent très intéressantes. Après le divorce, Véronique Dreux s'est remariée des années plus tard, en 1998, avec un homme du nom d'Alain de la Simone. Il s'agit d'un grand assureur d'Amiens. Il est intéressant de souligner qu'après son mariage avec Jean-Michel, Véronique s'élève socialement, comme si elle avait maintenant de l'argent et qu'elle commençait à vivre la grande vie qu'elle n'a jamais vécue auparavant. Bon, ça peut arriver, je suppose qu'on peut s'élever socialement, mais il faut juste souligner qu'elle vit d'une manière qu'elle n'avait pas vécue auparavant. C'est donc tout naturellement que le journaliste Xavier Poussard l'a contacté. Cela m'a semblé être un bon point de départ. Par exemple, si vous essayez de déterminer si oui ou non Jean-Michel Trogneux a fait une transition et est devenu Brigitte Macron, vous devez être prêt à accepter certaines preuves qui indiqueraient que vous avez tort, que votre thèse est erronée. Et jusqu'à présent, personne n'a rien trouvé. C'est juste qu'ils ne veulent pas donner de réponse. Nous recevons ces images fabriquées ou des images qui ne peuvent être transmises que par Bestimage, que par Mimi Marchand, qui sont des images auxquelles il ne faut pas se fier, bien sûr, parce que Mimi Marchand a un lourd passé criminel. Elle a été accusée de nombreuses falsifications, de nombreuses extorsions, et elle a beaucoup d'ennuis en ce moment. Quoi qu'il en soit, Xavier Poussard a décidé de contacter Véronique Dreux, et devinez quoi? Elle a parlé avec lui. C'est étrange, quelqu'un de la famille du clan a parlé à un journaliste, et elle voulait lui parler. Et lorsqu'il l'a contactée sur WhatsApp, elle lui a dit « Convenons prochainement d'un rendez-vous pour discuter ensemble ». Ce qu'elle voulait essentiellement, c'est démentir ces rumeurs sur celui qui fut son ex-mari il y a bien longtemps, Jean-Michel Trogneux. Je vais donc lire cette partie tirée du livre de Xavier Poussard, qui est disponible sur Amazon, et qui s'intitule « Devenir Brigitte ». Et je tiens à vous rappeler que Xavier Poussard est méticuleux. Il a enregistré toutes les personnes avec lesquelles il s'est entretenu au cours de ces 8 années d'enquête. Dans son livre, il écrit à la première personne. J'ai donc cherché à contacter Véronique Dreux. Quelle est la réalité de son mariage avec Jean-Michel Trogneux? Qui était-il? Comment et quand s'étaient-ils séparés? Après avoir épousé un Trogneux, Véronique Dreux a poursuivi son ascension sociale en épousant un La Simone, aujourd'hui inscrit au Bottin mondain. C'est là que j'ai trouvé son numéro. Contactée sur WhatsApp, elle a accepté de me rappeler le lendemain ce qu'elle a fait. Notre conversation a duré une demi-heure, même si elle répète les formulations souvent entendues dans l'entourage des Trogneux, par exemple « Ces femmes sont folles », en référence à Natacha Ray et Amandine Roy. Elle fait d'abord semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. À propos de Jean-Michel, qui devient Brigitte, c'est vrai? Écoutez, monsieur, je ne sais pas. C'est quand même ridicule, parce que j'ai 2 enfants avec Jean-Michel. J'ai vu sur YouTube qu'ils ont fait un arbre généalogique, où ils ont même mis que je pourrais être la mère de Macron.
Véronique Dreux fait bien sûr référence aux questions soulevées par les internautes sur l'étrange ressemblance physique entre Emmanuel Macron, le mari de Brigitte, et Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel Trogneux. Elle poursuit en disant « Écoutez, monsieur, je suis divorcée de Jean-Michel Trogneux depuis de nombreuses années. Écoutez, monsieur, je me suis remariée et mes enfants sont là, je ne veux pas de problème. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. C'est ridicule. J'avais 2 chocolateries à Beauvais. J'ai eu 2 enfants. Cela n'a pas fonctionné. Je suis donc retournée vivre avec ma mère et c'est tout. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. » Xavier dit « Je la crois sur parole. » Et je lui demande des photos de son passé commun avec Jean-Michel Trogneux, en lui promettant, si elles sont concluantes, de classer l'affaire sans même publier ces photos. Véronique Dreux lui répond « Brigitte m'a dit de ne pas m'en mêler. Je ne veux pas d'ennui avec mes enfants. Et ça n'a plus rien à voir avec la famille. » Bien. Alors, une ou 2 choses que je souhaiterais que vous reteniez à propos de cette personne. Elle dit à Xavier qu'après le divorce, entre elle et Jean-Michel Trogneux, elle est allée vivre avec sa mère. Elle insiste aussi sur le fait que Brigitte n'est pas Jean-Michel Trogneux, mais aussi sur le fait que Brigitte lui a dit de ne pas s'en mêler. C'est assez étrange. D'emblée, ça semble étrange parce que vous avez 2 enfants avec son frère, et vous voulez me faire croire que ce n'est pas votre ex-mari, Jean-Michel Trogneux, la personne avec qui vous avez élevé vos enfants, qui vous a conseillé de ne pas vous en mêler, mais que c'est sa sœur, qui est votre ancienne belle-sœur, qui vous a dit de ne pas vous en mêler? C'est un peu étrange. Je m'attendais à ce qu'elle dise « Jean-Michel Trogneux m'a dit de ne pas me mêler de cette histoire. Vous êtes fous, allez-vous-en. » Ok, laissons ça de côté. Vous êtes allé vivre avec votre mère après le divorce, et pour une raison quelconque, vous écoutez ce que Brigitte Macron vous dit de faire, plutôt que votre futur ex-mari que vous n'avez pas mentionné dans cette interview. Elle ne mentionne d'ailleurs aucune relation actuelle avec lui. Donc, pour revenir à la conversation de Xavier à la première personne, il dit ceci dans son livre. Comme moi, Xavier affirme qu'elle devrait demander des comptes à Brigitte Macron parce que c'est à cause de son silence que sa propre photo ainsi que la photo de ses enfants, Jean-Jacques en particulier, circulent sur les réseaux sociaux. Elle m'a coupé la parole et s'est inexplicablement emportée. Et aussi, je connais le père de Macron. Je ne le connais pas très bien, mais il était chirurgien à l'hôpital d'Amiens. Mais je ne connaissais pas Emmanuel Macron. On habitait à Toulon, je ne le connaissais même pas. Je l'ai rencontré au mariage de ma fille, c'était la première fois que je le voyais. Puis j'entends une autre personne. Véronique Dreux s'arrête, visiblement gênée, comme si elle était allée trop loin. Elle se ressaisit et me demande « Eh bien, quel est votre nom ?» Fin de la conversation. On doit donc retenir de cette conversation qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Elle a dit « Je suis d'accord pour vous parler » et puis il y avait quelqu'un dans la pièce quand elle a eu cette conversation avec Xavier Poussard, qui l'a arrêtée quand elle a donné une information anecdotique mais très intéressante, à savoir qu'elle connaissait le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron. Mais elle ne connaissait pas Emmanuel Macron jusqu'à ce qu'il apparaisse au mariage de sa fille, Valérie. Et inutile de préciser qu'elle n'a jamais fourni à Xavier Poussard la moindre photo de son ex-mari, ni de leur mariage strictement confidentiel, ce qui aurait pu immédiatement dissiper ces rumeurs. Ces années manquantes, en l'occurrence, de sa vie et de celle de Brigitte Trogneux, qui auraient permis de tout expliquer. Ils ne sont absolument pas décidés à le faire. Après cela, Xavier Poussard a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a enquêté sur ce qu'elle lui avait dit. Véronique était-elle la George Sand, la Chopin de Brigitte Macron? Peut-être vivaient-ils ensemble et aidait-elle Brigitte Macron, à se créer un alibi pour son passé, ou disait-elle la vérité? À savoir, tout le monde était-il fou et Jean-Michel Trogneux était tout simplement son ex-mari? Et il s'en sort très bien puisque nous ne pouvons parler à personne pour l'instant. Je peux vous dire que Xavier a pu constater qu'il y avait un comportement très bizarre de Véronique après son divorce avec Jean-Michel Trogneux, à savoir qu'elle refusait de reconnaître son précédent mariage avec lui, même lorsque la loi l'y obligeait. Par exemple, dans un document fiscal, le document que voici est daté de janvier 1992.
Elle a indiqué qu'elle n'avait été mariée qu'une seule fois, à un homme nommé Serge François, ce qui est d'ailleurs vrai. Elle a d'abord épousé Serge et ensuite Jean-Michel Trogneux. Mais elle s'est bien sûr mariée 2 fois, et elle omet celui de Jean-Michel Trogneux, disant qu'elle n'a été mariée qu'une seule fois. C'est un mensonge. Qui parmi nous mentirait sur un document fiscal? Je dirais que c'est un terrain très dangereux. On ne voudrait pas être pris en flagrant délit de mensonge sur un document fiscal, et pourtant c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait disparaître un de ses mariages, puis elle a réitéré l'opération dans le cadre de la société civile immobilière qu'elle a constituée pour acheter sa maison en Corse. Je pense que c'est un peu comme si vous mettiez votre maison dans une société à responsabilité limitée. En 2008, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais été mariée auparavant, dans un document délivré par un notaire. Elle a menti devant un notaire, et a de nouveau fait disparaître son mariage avec Jean-Michel Trogneux, qui lui a demandé de prétendre qu'elle n'avait jamais été mariée à Jean-Michel Trogneux. Sur le document, elle l'a simplement supprimé de sa vie, semble-t-il, d'après tout ce que Xavier a pu trouver. Il a également pu établir, grâce à des documents, qu'elle lui avait menti au téléphone en disant qu'après le divorce, elle était allée vivre avec sa mère. Il a pu trouver des documents qui lui ont révélé qu'en fait, elle était allée vivre dans un appartement à Amiens, qui appartenait au père de Jean-Michel Trogneux. La famille Trogneux l'a donc hébergée dans un appartement, et je ne sais pas, je suppose qu'il n'est pas totalement étrange que votre beau-père puisse faire cela. Mais ce qui est étrange, c'est que vous mentiez à ce sujet des années plus tard, quand les gens commencent à poser des questions sur votre ex-mari. Très étrange. Il est intéressant de noter que c'est à cette époque qu'ils divorcent. Ils ont donc officiellement divorcé en 1987. On peut supposer qu'ils se sont séparés quelque temps avant cette date, car il faut généralement un peu de temps pour entériner le divorce. Peut-être 1 an si vous faites vite. Mais c'est à cette époque que Brigitte Macron, la Brigitte Macron que nous connaissons, la Brigitte Macron publique, commence sa carrière publique et retraçable d'enseignante. Elle entre en 1986 à l'école Lucie Berger et change brusquement totalement de carrière. C'est la seule chose que l'on veut bien nous montrer. Oh, regardez, elle est enseignante ici et encore là. Et bien sûr, le futur amour de sa vie, Emmanuel, n'avait que 9 ans. Il ne restait donc plus que 5 ans. 5 ans de plus. Et puis Brigitte Macron, celui dont on sait qu'il rencontrera l'amour de sa vie. Oh, je devrais plutôt dire celle qui rencontrera l'amour de sa vie. C'est le bon moment pour vous dire que la plupart de ce que vous pensez savoir sur Emmanuel Macron jusqu'à présent, sur son héritage, n'est objectivement pas vrai. Emmanuel a bénéficié d'un coup de pouce important dans la vie. Ce type si discret, dont nous ne savons pas grand-chose de lui, tout ce que nous savons de lui est, je dirais, assez sinistre. C'est vraiment sinistre. Cela me fait penser que je ne connais pas le film « Le candidat mandchou ». Très bien. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, nous avons peut-être accidentellement raconté des mensonges, je ne sais pas. Nous avons dit ce que les médias ont dit à son sujet. Les médias ont clairement raconté des histoires à son sujet, le décrivant comme un Mozart, un virtuose, juste en avance sur son temps, essayant de, je ne sais pas, faire en sorte que tout le monde adhère à cette histoire, qui est au mieux une histoire de détournement de mineurs et qui pourrait encore être poursuivie, soit dit en passant, jusqu'à la fin de l'année, ce qui serait fantastique. Mais oui, la presse a dit à tout le monde qu'il était un écrivain incroyablement doué, qui aimait aussi jouer du Chopin au piano pour Brigitte. Ok, c'est cool. Depuis le livre de Xavier en 2020, le mythe de Macron écrivain a été définitivement démenti par un journaliste. On disait qu'il écrivait des romans, et Brigitte parlait de sa passion pour l'écriture et les interviews. Eh bien, en fait, ils ont réalisé que non, ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Et ils ont créé cette image de lui parce qu'ils voulaient que le public croie qu'il était un génie et qu'il méritait donc d'être considéré comme un politicien parce qu'il avait eu un passé de petit génie. Et comme je l'ai dit, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En réalité, la vraie histoire d'Emmanuel Macron est plutôt une fausse histoire pour faire bonne figure. C'est la façon dont on pourrait le résumer, un faux semblant. Comme nous l'avons déjà souligné,
On ne sait pas grand-chose de son enfance. C'est bizarre, vraiment très étrange. Sa mère, nous le savons maintenant, était responsable du programme de changement de sexe à la sécurité sociale. Son père était psychiatre, mais Véronique ne se souvient pas avoir côtoyé Emmanuel. Sa grand-mère Manette, nous le savons, a joué un rôle important dans son enfance, c'est la seule dont il parle affectueusement ou à laquelle il fait référence dans son livre. Nous savons également que sa grand-mère avait un don pour les livres consacrés à la pédophilie. C'était le truc de sa grand-mère. Que voulez-vous faire si elle aime ces livres à caractère pédophile? Elle dit juste « Hé, c'est un pédéraste ». Oui, c'est un truc cool. Parlons d'André Gide. Parlons-en et parlons de tous ces passages bizarres. Mes petits-enfants et moi, nous partageons cela. Comme je l'ai dit, nous avons appris qu'il était un peu solitaire, il n'avait pas beaucoup d'amis. Les amis et les personnes qui allaient à l'école avec lui ne savaient même pas ce que faisaient ses parents. Eh bien, d'après l'article du Wall Street Journal, l'ascension programmée de Macron, c'est la famille Rothschild, la banque Rothschild, qui est à l'origine de son CV professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que Xavier Poussard a découvert que la banque avait fait une erreur interne dans ses documents en indiquant que Macron, qui est censé être né à Amiens, était né en fait à Paris. Et ils ont commis cette erreur sur plusieurs documents. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-uns. La réalité qui revient sans cesse, c'est qu'on nous dit dans sa biographie officielle qu'il est né à Amiens. Ensuite, l'ancien maire d'Amiens a déclaré que non, il est touquetois. Il est originaire du Touquet. Maintenant, nous avons les Rothschild qui disent qu'il est né à Paris. Et nous ne savons pas ce qui est réel et ce qui est faux. Nous ne savons vraiment pas. Mais nous disposons de ce compte-rendu de la banque Rothschild qui dit qu'il est né le 21 décembre 1977 à Paris. Et il continue à commettre l'erreur de dire qu'il est né à Paris. Mais il doit s'agir d'une erreur d'écriture. Emmanuel lui-même n'a jamais nié sa proximité avec les Rothschild. En fait, il a dit ceci en 2012, et je cite, « J'ai eu un parcours très incompréhensible. Personne ne pouvait me comprendre en dehors des Rothschild. » Et lorsqu'il est devenu le ministre de l'économie du président socialiste François Hollande, il a déclaré que, je cite, « David de Rothschild est au courant de mon engagement. » De quoi? Mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, Emmanuel Macron? Vous serez son protecteur quand vous arriverez au pouvoir? Je vais vous lire ce passage concernant son ascension à la banque Rothschild, parce qu'apparemment, son ascension n'avait aucun sens pour ses collègues. C'est un extrait du livre de Xavier, je cite, « Au sein de la banque, la progression d'Emmanuel Macron en a surpris plus d'un. Sarah Harfouch précise, je cite, « Il avait été repéré comme une personnalité très singulière avec beaucoup de contacts. » Et Sophie Javary, qui l'a formé chez Rothschild et compagnie, rapporte, je cite, « Il avait des contacts de très haut niveau pour nos dossiers, y compris des liens avec l'État. » Fin de citation. Selon elle, ses collègues les plus expérimentés ont été surpris par, je cite, « ses soutiens au plus haut niveau de la banque, notamment David de Rothschild et son bras droit, François Henrot, qui lui permettaient parfois de, je cite, « contourner sa hiérarchie immédiate. » Ces appuis lui ont permis de devenir, à l'âge de 32 ans, le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque, alors que, selon d'autres employés, il était un piètre collaborateur. Je cite, « Macron n'y connaît pas grand-chose. » Je cite, « Dans les réunions, on ricane et on pense tout bas. » Voici une autre perle de Macron. Faisant état d'autres confidences de cadres de Rothschild et compagnie, le journaliste Mark Andeveld confirme la rancœur suscitée par sa promotion accélérée. Je cite, « Chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais fait la moindre équation. Il ne savait même pas ce qu'est l'EBITDA, le bénéfice d'exploitation d'une entreprise. David de Rothschild a dû, je cite, « les contraindre à le nommer associé gérant. »
L'idée qu'un associé directeur de la banque Rothschild ne sache pas ce que signifie l'EBITDA. Je veux dire, je ne suis pas une institution financière. Mais en ce qui concerne le bénéfice avant intérêt et impôt, lui ne savait pas ce que c'était. Et donc, les gens autour de Rothschild qui ont assisté à son ascension étaient écœurés et savaient que David de Rothschild y était pour quelque chose. Encore une fois, vous pouvez lire cela dans l'article du Wall Street Journal. Vous pouvez lire sur ce sujet le livre du journaliste Mark Andeveld, L'ambigu Monsieur Macron. Les gens ne comprennent pas comment il a été promu dans cette banque. D'ailleurs, cette ascension a eu lieu avant même qu'il n'arrive à la banque Rothschild. Elle a également eu lieu à l'école. On nous a dit qu'il était le Mozart, non? On nous a dit que cet enfant était tout simplement génial. Ils vont considérer que cet autre point est assez étrange. En 2002, à 25 ans, Emmanuel Macron est admis à l'ENA. C'est une école. Il s'agit en fait de l'École nationale d'administration, une école supérieure française hyper élitiste. C'est la meilleure façon pour moi de l'expliquer aux auditeurs anglais. Pourtant, il a échoué 2 fois à l'entrée de cette école et a ensuite été admis, comme par magie, sans avoir à répondre aux questions posées lors de l'examen oral, qui est l'une des conditions d'admission dans cette école d'élite. Et il faut essentiellement y entrer pour obtenir un emploi de haut niveau en tant que cadre financier. Ils lui ont permis d'être admis sans passer l'examen oral. C'est une chose qui n'a jamais été faite auparavant. Puis, comme par hasard, il se retrouve dans les premiers de sa classe et peut rejoindre l'inspection générale des finances. Alors que les étudiants et collègues autour de lui savaient pertinemment qu'il était idiot et que cela signifiait que les classements étaient truqués. Il y a donc eu une réaction publique parmi les autres étudiants de sa promotion. Ils se sont littéralement mobilisés contre ces résultats frauduleux, ce qui a conduit le Conseil d'État à intervenir et à annuler le classement de l'école pour cette année-là, pour la première fois dans l'histoire de l'école. La première fois dans l'histoire de l'école. Vous imaginez un programme de MDA dans lequel on dit « ce gamin est idiot, je ne sais même pas comment il est arrivé là », puis ils publient les résultats et disent qu'en fait c'est le plus brillant de la classe. Et tout le monde se dit « c'est quoi ce délire ?» C'est clair, c'est truqué, c'est totalement truqué. Et ils font intervenir le Conseil d'État et ils déclarent « vous savez quoi ? Pas de résultats cette année. » Quoi? D'ailleurs, le petit détail, c'est qu'en 2021, quand Emmanuel Macron est devenu président, il a décidé de supprimer l'ENA. Il s'est dit qu'en fait, nous avions besoin de plus de diversité dans le secteur bancaire et que nous n'avions donc pas besoin d'avoir ce programme. C'est ridicule, c'est de la folie. Il nous faut simplement plus de diversité? Oui, d'accord, mon gars, je suis sûr que c'est ça. On dirait que toute votre carrière a été préparée pour ce moment où vous deviendrez président de la France. Et en fait, ce que vous êtes, c'est la seule chose que l'on puisse vérifier. C'est un étudiant en art dramatique. Vous savez comment jouer la comédie, vous savez comment jouer et prétendre que vous êtes le président, alors qu'il y a manifestement quelqu'un derrière vous qui vous fait évoluer tout au long de votre vie. Un autre point étrange est que, lors de son entrée à la banque Rothschild en 2008, il était censé rendre public un arrêté du ministre lui accordant une dispense de service civil obligatoire. Pour une raison quelconque, il a été exempté de cette procédure obligatoire. Il n'a donc même pas eu à réintégrer son service civil lorsqu'il a quitté la banque et a été nommé, comme par magie, dans l'équipe du président Hollande, en tant que conseiller économique. Comme quoi? En fait, le vice-président du Conseil d'éthique juridique de l'État s'est exprimé à ce sujet. Il a fait remarquer qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il n'avait jamais vu quelqu'un bénéficier d'une exemption en l'espèce sans avoir à suivre certaines étapes. Je suis sûr que, tout comme les étudiants de l'ENA, il n'avait jamais vu quelqu'un qui n'avait même pas pu entrer à l'école, qui n'était manifestement pas le premier de la classe, être récompensé comme par magie, et s'entendre dire qu'en fait, c'est le garçon le plus brillant de la classe. Ils ont été indignés et il était justifié de l'être. Et les personnes qui travaillent pour la banque Rothschild l'ont été tout autant. Ce type ne sait pas ce qu'est l'EBITDA. On pourrait dire que c'est un idiot. C'est un idiot en matière de finances. Et il ne pourrait probablement pas faire de politique sur quelque sujet que ce soit, c'est juste un performeur. Cela me fait penser à l'histoire de ce politicien lorsqu'il lui parle des Pyrénées, des Pyrénéens. « Oh, ma grand-mère est, vous savez, tout ce que mes arrière-grands-parents voulaient, c'est qu'elle apprenne le français. »
parce qu'elle ne parlait que le pyrénéen. Et le politicien s'est dit, ce n'est pas une langue. Ce n'est pas une langue. C'est pour ça que je dis que ça me rappelle le film Le candidat mandchou. En ce qui concerne la famille Rothschild, il y a tant de choses que je pourrais dire ici. Mais je ne veux pas que cet épisode soit diffusé sur YouTube. Je me contenterai de dire que vous pouvez faire des recherches sur chacun d'entre eux. Ils ont des liens avérés avec Jeffrey Epstein et différents scandales de pédophilie et d'inceste qui abondent et qui entourent cette famille. Vous pouvez chercher n'importe quoi, mais sachez que tout journaliste qui commencerait à écrire sur ce sujet en France devrait faire face à des accusations d'antisémitisme. Que Dieu vous préserve de rapporter des faits relatifs à la famille Rothschild et à son empire. Ce que nous ferons plutôt ici, c'est de vous laisser avec ce qu'a dit Xavier Poussard, parce que je pense qu'il a résumé de manière assez brillante concernant les Rothschild. Il a écrit « Notoirement, la longévité des Rothschild et la préservation de leur fortune sont basées sur une pratique extensive d'une alchimie et d'une alliance entre cousins, essentiellement, la consanguinité. » Lors d'une conférence au musée d'histoire de l'art, Nathalie Reims, cousine de David de Rothschild, est allée plus loin en déclarant, je cite, « Une pratique très courante dans ces familles, le vice c'est bien, mais l'inceste c'est mieux, parce que ça reste dans la famille. Nous sommes simplement élevés pour être silencieux, afin que rien ne sorte. Nous sommes élevés avec ce poids pour nous assurer, et ça marche, que nous ne parlerons jamais. » Xavier conclut en prononçant des mots qui font écho à ce que nous avons rencontré tout au long de notre enquête sur Brigitte. Une famille cloîtrée dans le silence, jalouse de protéger un secret de famille. Jalouse de protéger un secret de famille qui est devenu une affaire d'État. Et je vous le dis, sur ce dernier chapitre concernant les Rothschild, les scandales abondent, y compris les scandales qui concernent David de Rothschild. Vous devriez vous procurer le livre de Xavier Poussard, « Devenir Brigitte », car ce que je vous ai décrit jusqu'à présent est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Je ne peux pas vous dire combien de scandales pédophiles j'ai retirés de ce podcast, simplement parce que nous sommes sur YouTube. Je dois donc faire en sorte que ce soit classé G le plus possible. Il est impossible que tout cela ne soit que des coïncidences. Il y a beaucoup trop de coïncidences qui s'additionnent. Vous ne pouvez pas jouer la carte de « tous mes potes sont pédophiles et trans sauf moi ». Je ne comprends pas, je me sens un peu mal à l'aise avec ça. Si vous aviez quelqu'un dans votre vie qui vous disait « je te le jure, tout le monde autour de moi est concerné, mais pas moi ». C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron essaie de nous vendre en ce moment. Tout le monde est impliqué dans tout cela, mais pas moi. Je le vois maintenant avec ce livre et je me dis que c'est un imbécile. Il n'est qu'une marionnette et il a été préparé depuis son enfance. Mais préparé par qui? Qui est son père? Qui est son père? S'il n'a pas cette relation avec Jean-Michel, on a découvert tout au long de cette affaire qu'il ne semble pas vraiment avoir de relation étroite avec ses parents. Pourrait-il être ses médecins, peut-être? Je ne sais pas. Il leur a posé des questions précises, mais ils ne veulent répondre à aucune de ces questions, parce qu'ils savent que nous avons compris le jeu. Et le jeu, c'est qu'il faut être très précis dans la façon dont vous leur posez des questions. Parce qu'ils peuvent changer d'identité et ils peuvent changer de nom. La famille a cette capacité. Donc si vous vous demandez pourquoi Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi par la famille Macron, qu'est-ce qui a sauvé Xavier Poussard? Alors que les femmes, Natacha Ray et Amandine Roy, qui ont fait un travail formidable, se sont retrouvées poursuivies pour de petites erreurs. La réponse est assez amusante parce qu'elle se résume aux différences entre les hommes et les femmes. Je dirais que les femmes avant tout ont tendance à être plus intuitives. Nous sommes plus intuitives, nous suivons notre instinct. C'est ce que je dis tout le temps à mon mari. Cette personne me fait une mauvaise impression, je n'ai pas confiance en cette personne, j'ai tendance à suivre mon instinct. Je crois vraiment que nous disposons de l'intuition de Dieu, surtout lorsqu'il s'agit de nos enfants. Mais les hommes ont tendance à être un peu plus techniques, à avoir besoin de calculer mathématiquement quelque chose pour en être sûr, à remettre les choses en question et à ne pas toujours suivre leur intuition, voire à ne pas la suivre du tout. Et c'est bien ce qui s'est passé avec Natacha Ray et Xavier Poussard.
Xavier Poussard a utilisé la technologie dont je vous ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière ou dans celui d'il y a quelques jours. Mais je veux vous faire une démonstration de cette technologie parce que quand il me l'a dit, mon cerveau de fille s'est dit « Ok, je ne connais rien à l'intelligence artificielle », mais quand il m'a expliqué que cette technologie connue sous le nom de Face++, c'est en fait le Forum économique mondial qui l'a classée parmi les 11 entreprises les plus innovantes. Elle a son siège à Pékin, en Chine. Comme je vous l'ai dit, c'est le logiciel que la Chine utilise pour la reconnaissance faciale. Et lorsqu'il m'a montré à quel point il était précis, j'ai été complètement estomaqué. J'ai été véritablement choqué, étonné et ensuite terrifié par la direction que prend le monde. Lorsque l'on pense à ces mondialistes qui, je crois, veulent faire de nous des sortes d'esclaves technologiques, et il faut reconnaître que l'intelligence artificielle est tout à fait pertinente. Et donc, effectivement, elle est évaluée à 1 milliard de dollars sur le site web du Forum économique mondial. On y apprend qu'elle a été fondée en 2011 et qu'elle est leader dans l'industrie de l'intelligence artificielle visuelle et des systèmes de reconnaissance faciale. Je voudrais vous montrer, comme il me l'a montré, cette technologie, et je l'ai testée pour voir si elle pouvait se tromper, à quel point elle pouvait être précise, parce que nous vivons à l'ère de la chirurgie plastique. Les femmes peuvent littéralement changer de visage. Et le fait que cette technologie soit encore capable d'identifier cette personne est incroyable pour moi. Voici un exemple. Il est également présenté dans son livre. Mais je tiens à souligner que Kim Basinger, à droite, a beaucoup modifié son visage. Le nez est analysé, le logiciel définit que c'est toujours Kim Basinger. Il donne un pourcentage et vous dit qu'en gros, vous vous situez dans la fourchette de 75%, que vous dépassez les 70% et que c'est très élevé. Du genre, oui, nous sommes certains que c'est elle. Et c'est elle, c'est effectivement elle. Je vais également vous montrer qu'il est capable de prendre une photo d'enfant, et même si cela peut faire baisser ou diminuer le résultat, et que vous n'atteignez pas les 70%, mais plutôt les 60%, il est toujours capable de vous dire que oui, il s'agit de la bonne personne. Vous voyez donc ici Shirley Temple, en bas de l'écran, Hillary Clinton, dont les yeux et le visage n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque où elle était enfant, affiche un taux de 78%. En haut, vous avez bien sûr la princesse Diana, la reine. Malgré le temps et les années passées, comme je l'ai dit, c'est assez incroyable. Comme je l'ai dit, est assez incroyable. Et voilà, c'est la raison, d'ailleurs, qui pour moi, si je devais parier sur un cheval, j'aurais parié sur Natasha Ray et son instinct. Quand elle a vu pour la première fois cette photo d'André Louis à son mariage, et puis elle a découvert qu'il avait un cousin qui s'appelait Jean-Louis. Donc, en regardant cette photo à gauche, il y a la photo de mariage. Évidemment, le marié à droite est son cousin, c'est Jean-Louis. J'aurais donc pensé qu'il s'agissait de la même personne. Et elle a donc regardé cette photo et elle s'est dit « Non, je pense que la personne sur la photo est ce type. Et je pense qu'il se moque de nous. » Et si j'avais regardé ces photos en me fiant à mes propres yeux, j'aurais tout à fait souscrit à l'idée de Natasha Ray. Ça a tout à fait l'air d'être la même personne. Mais Xavier Poussard a dit que Natasha avait affirmé ou écrit cela et qu'elle avait été poursuivie pour diffamation. Xavier Poussard, lui, a soumis ces deux photos à cette technologie IA, qui lui a répondu que ce n'était pas le cas. Face++ a indiqué qu'il ne s'agissait pas de la même personne, les résultats étant inférieurs à 52%. Il s'est donc dit qu'il devait lui manquer un élément. Je vais me fier à la technologie qui me dit qu'il s'agit de deux personnes différentes, bien qu'elles se ressemblent beaucoup. Mais la technologie l'a décelé. Et bien sûr, nous avons ensuite appris, comme nous l'avons mentionné hier, ou plutôt il y a 2 jours, qu'il s'agissait en fait d'une personne différente, que Jean-Louis Auzière était un cousin germain. Il n'était en fait pas la même personne que sur cette photo, et c'est la raison pour laquelle elle a été poursuivie en justice pour diffamation. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'attaquer le fond de ces affirmations, ni de savoir si Brigitte avait ou non fait la transition avec Jean-Michel Trogneux, mais plutôt de s'attaquer à une erreur. C'est ce qui va se passer lorsque vous enquêtez sur cette histoire et que les gens refusent de vous donner des réponses et bien souvent, vous envoient intentionnellement sur la mauvaise voie. Alors concernant Brigitte Macron, qui a maintenant changé de visage, comme on l'a appris, on sait qu'elle consulte ce médecin, qu'elle se fait opérer pour se féminiser. C'est un bon moyen et en plus, elle a maintenant 80 ans. Et nous n'avons que des photos de son enfance.
que des photos de l'enfance de Jean-Michel Trogneux. Si on les compare avec la technologie de l'IA, voici la réponse. Elle nous indique qu'il s'agit d'une probabilité élevée, et ce bien que les dents ont été refaites et qu'elles sont différentes. Elle nous confirme qu'il s'agit de ce garçon sur cette photo d'école. C'est bien ce garçon sur cette photo d'école. Il passe de la normale à la valeur la plus élevée, soit 72,3%. Et ce n'est que la photo de l'école. Et après des années de transformation, nous ne comparons même pas ces photos à celles de l'école lorsqu'elle avait encore les dents, comme vous le voyez à gauche, à l'époque où Brigitte avait encore des dents. Le magicien qui œuvre pour la communauté transgenre a fait énormément de travail. Un type qui peut faire de vous une femme, qui vous regarde, qui regarde les femmes comme si elles étaient faites d'argile, et il est quand même certain que c'est Brigitte Macron. Ce petit garçon est devenu Brigitte Macron. Il est également certain que la femme sur la photo de mariage, donc plus âgée que Brigitte Trogneux, qui a épousé André Louis, n'est pas la première dame Brigitte Macron que l'on connaît aujourd'hui. Cela indique que la probabilité qu'il s'agisse des mêmes personnes est faible. C'est quoi cette histoire? Que signifie cette faible probabilité? Cela nous donne peut-être la réponse à la raison pour laquelle elle ne répond pas. Elle ne se lancera pas dans un procès et n'affirmera pas formellement qu'il s'agit bien d'elle sur la photo. Elle ne veut pas répondre à mes questions car notre équipe juridique s'est rendue sur place et a déclaré « Nous ne voulons pas mentir, tout comme Xavier, nous ne sommes pas là pour répandre des mensonges, cela ne m'aide pas. Cela ne donne pas envie à mon public de revenir à mon émission lorsque je me fais prendre à mentir intentionnellement et à diffamer quelqu'un pour le simple plaisir de le faire. Aidez-moi à vous aider, Brigitte. Est-ce vous sur la photo de mariage? Elle ne souhaite pas répondre à cette question. Mais si nous nous tournons vers la technologie, la raison pour laquelle elle ne répond pas à cette question, c'est parce que ce n'est pas elle sur la photo. Il s'agit de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'appelait Brigitte Trogneux. C'est donc très curieux, en ce qui concerne Jean-Michel Trogneux, nous ne sommes pas autorisés à voir des photos de ce mariage parce qu'apparemment, toutes les photos ont été détruites, à l'exception de quelques photos d'André Louis, et de même pour Brigitte Trogneux. Nous constatons que malgré toutes les photos qu'il convient de mettre à disposition, nous ne pouvons même pas mettre la main sur les photos d'école. Des photos d'école. C'est juste qu'ils ne veulent pas les donner, ils ne veulent pas les lâcher, elles n'existent pas, tout a été détruit. La vie entière d'une personne a été effacée. Et concernant la photo de la communion, que nous avons d'abord regardée en disant « ça ne ressemble pas du tout à la première dame », et je regarde la réponse donnée par l'IA, elle dit « non, à nouveau, faible probabilité, non, impossible, désolé, ce n'est pas elle ». Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que les photos de Mimi Marchand, de l'agence Best Image, Mimi Marchand est avec les gangsters en train de travailler, afin de s'assurer que les scandales pédophiles ne sont pas publiés dans la presse. Des scandales pédophiles répugnants. Elle les empêche de paraître dans la presse. Elle est la papesse des célébrités. Les médias ne publient rien sans son accord. Les documentaristes doivent passer par elle pour obtenir des images de la première dame, et lorsqu'ils en obtiennent, elles sont rares. 3 de son enfance sont apparues dans la sphère publique. Et toutes ces photos, 1 ou 2 de son enfance plutôt, et 1 de son mariage, prétendument mariage. Le logiciel technologique chinois considéré par le Forum économique mondial comme le meilleur du genre nous dit qu'il ne s'agit pas de l'actuelle première dame de France. Que devons-nous en penser? Que devons-nous en penser? Le silence, les sanctions, les techniques d'intimidation, les poursuites fiscales, l'envoi du fisc français pour poursuivre les gens quand ils ne peuvent pas les poursuivre en diffamation, les poursuites pour essayer de comprendre qui finance les gens. Notre interview de Xavier Poussard a été retirée de YouTube pour des raisons bizarres. La censure a été demandée, accusant Xavier Poussard d'antisémitisme pour un article qu'il a écrit et qui n'a rien à voir d'ailleurs, avec quoi que ce soit concernant Brigitte Macron, mais à cause d'un article qu'il a écrit il y a 5 ans sur le pouvoir qui contrôle tous les médias en France. Ils en sont arrivés à le poursuivre pour antisémitisme.
Il n'a même pas dit que ces personnes étaient juives. Il a juste écrit les noms des personnes qui ont le pouvoir dans les médias en France. Ils sont prêts à tout. Plutôt que de nous montrer des photos de sa vie mariée avec André Louis. Allez-vous nous dire que ces photos ont également été détruites? Ou devons-nous en déduire que la personne qui vit au palais de l'Élysée, la personne qui a clairement façonné le président, qui n'a pas été très honnête sur son passé, qui n'est pas le génie virtuose que l'on a présenté au public. Peut-être que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux qui, lors d'une transition, c'est l'image que je m'en fais. Mais je serais ravi de rectifier parce que je sais que vous êtes en train de nous regarder à l'Élysée. S'il vous plaît, répondez à nos 21 questions, parce que l'image que je tire de tout cela, et encore une fois, nous n'avons même pas abordé l'interview explosive de Xavier Poussard, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans les années 80. Quelque chose qui s'est passé au milieu des années 70, des années 80. Véronique Dreux, Jean-Michel Trogneux, votre réapparition en 1986 en tant que professeur, les mensonges que vous avez racontés, la sexy Claudia Schiffer, elle n'existait pas à l'époque. Une femme avec des jambes irrésistibles, à tel point que les jeunes garçons en bavaient. Oh mon Dieu, regardez-moi ça! De quoi parlez-vous? Qui a cautionné ces mensonges dans la presse? Qui êtes-vous vraiment? Quelle est votre relation avec Emmanuel Macron? Quelle est la relation d'Emmanuel Macron avec vous? Quelle est la relation entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques? Je n'ai pas l'impression que c'est un neveu. Je ne sais pas. Quand je regarde cette photo, je sens que quelque chose ne va pas du tout. Et bien sûr, il serait si simple de répondre à ces questions, et pourtant vous refusez de le faire. Vous êtes allé jusqu'à essayer d'intimider une journaliste américaine. Et je dois vous avouer que cela vous donne l'air d'être totalement coupable. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Très bien les amis, nous allons donc vous présenter en avant-première l'interview de Xavier Poussard. Je voulais faire un épisode supplémentaire parce qu'il y a des choses dont il a parlé pour lesquelles je voulais vous donner du sens, en l'occurrence quand il parle de ce logiciel qu'il a vraiment sauvé, en lui évitant de faire des erreurs ou de faire des suppositions qui leur auraient donné la possibilité de l'attaquer. Nous allons donc présenter en avant-première la première partie de l'interview ici sur YouTube, et ensuite nous mettrons le reste sur CandaceOwens.com. Très bien, passons à certains de vos commentaires. Je sais que certains d'entre vous ont déjà acheté le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte, et vous avez sauté le pas pour en apprendre plus. Comme je l'ai dit, je n'ai même pas effleuré la surface. Et donc, après que nous ayons diffusé notre interview, nous irons encore plus loin, parce que vous aurez des questions sur la personne qu'ils essaient maintenant de faire ressurgir et de présenter en suggérant qu'il pourrait être Jean-Michel Trogneux. Ceux d'entre vous qui se sont interrogés sur le petit bonhomme joufflu, dont ils essaient de dire qu'il s'agit de Jean-Michel Trogneux, qui curieusement ne s'est pas tenu aux côtés de sa famille lors de l'inauguration, mais aux côtés des Rothschild. Nous reviendrons sur tout cela, probablement dans un épisode après l'interview de Xavier, afin que vous puissiez reconstituer les pièces du puzzle. Il suffit de voir que la technologie IA affirme qu'il ne s'agit pas de Jean-Michel Trogneux. Quoi qu'il en soit les amis, nous nous verrons demain.